Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau? Aujourd'hui, un épisode un peu particulier puisque j'interviewe Yann Gudefin qui est entraîneur national des catégories U15 et U18 sur le pôle France de Vers-sur-Marne. J'espère que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Yann et ses secrets. Salut Yann, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va de mieux en mieux. Merci Rudy. Et toi? Moi ça va toujours, mais tu le sais déjà. Je voulais commencer parce qu'habituellement j'interviewe surtout des athlètes et je crois savoir qu'actuellement tu n'es pas athlète. Que fais-tu dans la vie? Je suis entraîneur pour la Fédération française de kayak et je travaille actuellement sur le pôle France de Vers-sur-Marne. Je suis responsable des catégories jeunes, entre U15 et U18 sur le niveau national, sous la responsabilité du head coach. Voilà. Ça fait longtemps que tu fais ce travail-là? Ça fait maintenant, je dirais 2017, en fait, depuis le début de l'Olympiade, depuis que ça s'est mis en route, sur ce format-là. Voilà, sur ce format entraîneur national, Vers-sur-Marne plus responsabilité nationale sur les collectifs jeunes, ça fait depuis 2017, ouais, je crois même. Est-ce qu'il faut avoir été un bon athlète pour être un bon entraîneur? C'est une question récurrente, ça. Tout à fait, c'est une question qui revient souvent et je suis intéressé de ton avis. Je pense que il faut avoir été curieux, athlète curieux, ouais. Je pense pas qu'il y ait d'obligation. C'est pas sine qua non pour devenir un entraîneur et un bon entraîneur qui plus est. En tout cas, je me plais à le croire et même j'ai quelques exemples en tête de très bons entraîneurs, à mon avis, en tout cas qui peuvent soit m'inspirer, soit me parler et qui sont des sportifs, oui, qui ont eu des carrières sportives, je dirais honorables, mais pas forcément hyper titrés ou hyper voilà, très haut niveau. Je crois savoir que toi, tu étais plutôt athlète en slalom. Oui, effectivement. Moi, je viens de l'eau vive, dans ma formation de kayakiste. J'en ai fait depuis. J'ai commencé le kayak sur la rivière, en fait, on va dire. Et puis en m'inscrivant dans un club, j'étais dans un club à Vaux-en-Velin, à côté de Lyon, qui était un club spécialisé dans le slalom. Et donc, je me suis très naturellement orienté sur la discipline du slalom. J'ai fait une carrière sportive là-dedans, avec des résultats, on va dire, nationaux honorables, mais pas exceptionnels. Et puis j'ai basculé gentiment après sur la course en ligne. Pourquoi tu as basculé sur la course en ligne? C'est des opportunités, je dirais que c'est comme toujours. J'étais en formation encore à Lyon. J'étais sur un master d'entraînement sportif et j'étais curieux de voir un peu les possibilités que j'avais de déboucher très simplement avec mon profil, avec les diplômes que j'avais déjà. Et donc sur le pôle espoir de Tours, il y avait un poste vacant sur lequel j'ai postulé et puis de fil en aiguille ça l'a fait et c'était une structure qui accueillait historiquement de la course en ligne et où ils avaient dans projet de développer parallèlement de le slalom et donc de pouvoir avoir les deux disciplines sur la même structure. Donc voilà, naturellement, du coup, j'ai mis la patte dans la course en ligne. J'ai fait le taf sur la partie slalom de manière plus naturelle, on va dire. Et puis, voilà, pour la course en ligne, j'ai mis un pied dans le bateau. Voilà, dans le bateau, ça c'est sûr, ouais, voilà. Comme je disais tout à l'heure, je pense qu'être curieux, c'est intéressant. Donc, j'ai pratiqué, tant que j'avais encore les capacités, on va dire, physiques. Je m'entraînais encore en kayak et donc j'ai pratiqué la course en ligne pour prendre des billes, m'imprégner. J'ai eu la chance de
de rencontrer les personnes qui étaient en charge du dispositif Olympic Ops quand je suis arrivé. Et donc, ces compétitions internationales pour les très jeunes, U17, donc de U15 à U17, elles sont le support également de formation des entraîneurs. Et j'ai bénéficié de ça. J'ai amorcé du coup une entrée sur la dimension fédérale, on va dire. Et puis après, de fil en aiguille, voilà, les équipes juniors. Et puis postuler pour être entraîneur national. Et puis voilà, j'ai fait un choix en fait à un moment sur la discipline. Et je vais revenir un peu plus sur ton parcours à toi. Je suis tombé, comme tu le sais, on en a parlé, sur ton mémoire de licence. Et à l'époque, donc en slalom, tu visais justement le très haut niveau. Tu avais même planifié, mais bon, c'était, j'imagine, pour la licence, ton mémoire de licence, il fallait bien un projet sportif. Tu avais planifié d'aller aux Jeux. Donc j'ai 2 questions. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas réussi à atteindre le haut niveau en slalom? Et la deuxième, c'est si tu avais réussi à atteindre le haut niveau, est-ce que tu serais finalement devenu entraîneur quand même? Est-ce que tu avais quand même cette fibre de transmettre? Alors pour la première question, je me suis déjà souvent posé cette question. Je suis pas sûr d'avoir la réponse. Je pense bien que tu l'as pas non pas, mais je pense qu'il y avait un contexte particulier. On avait un groupe d'entraînement qui était très intéressant, très dynamique, avec beaucoup d'émulation. En tout cas sur on va dire la partie que je me souviens très bien entre 18 et 23 ans, voilà, cette partie où j'étais à la fac et un peu, mais aussi j'étais surtout beaucoup en train de m'entraîner, et on n'avait pas forcément d'entraîneur. Du coup je pense que ça manquait un petit peu de cadre quand je regarde un petit peu, et c'est vrai un peu pour tout, je pense que je suis pas très précoce sur pour atteindre les choses. Il me faut du temps, et donc cette maturité là, elle colle pas forcément, je pense, à des systèmes de recrutement, de détection où on favorise, je pense, assez naturellement et assez justement quand même les jeunes. J'étais toujours un petit peu en dehors, toujours un petit peu derrière, pas pris, les choses comme ça. Donc c'est à chaque fois des petites un petit manque qui va te faire basculer dans oui, t'es pris dans une structure, ou non, tu n'es pas pris, dans oui, tu passes sur cette sélection là ou non. Et donc je pense que j'étais pas assez fort, tout simplement, pour basculer à chaque fois sur ce qui aurait pu me permettre de me faire embrayer. Je peux me demander aussi si j'avais finalement les qualités naturelles de la discipline slalom sur une épreuve lactique comme ça. Aujourd'hui, je me connais un peu mieux, et je sais que c'est plutôt sur des efforts longs où j'ai tendance à être bon. Et d'ailleurs, quand j'étais jeune, sur la partie hivernale, il y avait tout un tas de séances sur lesquelles j'étais vraiment très bon, et ça embrayait pas forcément sur la suite. Et puis pour répondre à ta deuxième question, dont j'ai oublié un peu. Est-ce que tu serais quand même devenu entraîneur si tu avais atteint le haut niveau? Est-ce que tu avais déjà ce truc de transmission en fait, ou c'est justement parce que t'as pas réussi à être athlète de haut niveau que tu veux aider les autres à devenir athlète de haut niveau? Non, je pense que j'ai rapidement pris la fibre un peu de l'encadrement, de l'entraînement. Sur le club dans lequel j'étais, il y avait un système d'encadrement qui marchait vachement avec les grands, ceux qui étaient plus âgés que nous. Donc voilà, quand j'avais 12, 13, 14, 15 ans, c'était les sportifs de haut niveau du club, ou de niveau un peu moins bon, mais qui était quand même toujours hyper intéressant, qui transmettait, voilà, qui nous emmenait sur les compètes, qui nous donnait des conseils, qui nous apprenait ce que c'était que le kayak, je dirais. Et donc je pense que là-dessus il y a eu un truc assez fort, voilà, qui s'est passé quand je suis parti en STAPS. Au début, voilà, je pense que j'y allais pour être prof de PS. Et puis je me suis rapidement rendu compte que faire du sport à des personnes qui n'en avaient pas forcément envie, ça m'éclatait moyen, alors que
être dans l'entraînement et la réflexion qu'on pouvait avoir sur son propre parcours, surtout à cet âge-là, ça me passionnait. Et, et voilà, je dirais que j'ai amorcé là-dessus. Je pense quelle qu'aurait été l'issue de mon parcours sportif, j'aurais embrayé sur cette volonté-là d'être entraîneur. Je passais mes diplômes pour une licence en entraînement, le master c'est de l'entraînement. J'avais passé un brevet d'état du premier et du deuxième degré pour être vraiment spécialisé sur l'entraînement. Donc j'étais parti là-dedans. Ok, et donc quand tu as commencé à chercher à entraîner dans le kayak, est-ce que tu as trouvé facilement un poste? J'ai l'impression qu'il n'y a pas 15 000 postes. J'ai l'impression que ça se compte un peu sur le doigt d'une main. C'est un peu le petit bonheur, la chance. En tout cas, sur le groupe, par exemple, petite annonce canoë-kayak. Des fois, il y a une annonce pour un poste. Est-ce que toi, tu as trouvé facilement? Moi, j'ai trouvé facilement parce que quand j'ai postulé sur la candidature d'emploi du pôle espoir de Tours, finalement, il y avait peut-être une petite dizaine de prétendants. Ouais, je dirais les 6-7. Et puis, j'ai tiré mon épingle du jeu, peut-être par mon profil slalom. Quand il voulait développer la partie slalom, je sais pas exactement. Mais en tous les cas, ça a été finalement assez facile, contrairement à ce que je pouvais supposer au début. J'étais un peu inquiet, je pense, quand j'étais sur mes dernières années de licence et les premières années de master, où je me disais, ok, là, t'approches de la fin, et quand t'approches de la fin et qu'au niveau du bateau, ça embraye pas assez fort pour vraiment me dire que tout ce que je mets en place, ça vaut le coup, entre guillemets. Il faut quand même réfléchir à un plan B, et ce plan B, c'est celui de l'entrée dans le monde du travail, et si ça peut se faire dans un truc où c'est ce que tu kiffes, c'est top. Donc moi, je dirais que pour l'instant, j'ai pas trouvé de problème. Idem pour la suite, pour le poste d'entraîneur national. Bon, il y a eu un entre-deux, évidemment. J'avais déjà amorcé pour être dans le système, mais voilà, en tout cas ça l'a fait. Là, sur les offres d'entraîneurs, il y en a quand même quelques-unes. Il faut aller sur le site de la fédération plutôt. T'as un onglet, il y a un onglet formation emploi, et il y a quelques clubs qui cherchent des profils spécifiques entraîneurs. Je pense que ça coûte cher quand on veut vraiment être entraîneur, d'avoir un poste où on est majeure partie du temps sur ces missions-là, parce que c'est souvent ce qui nous anime, et où la pérennité de l'emploi, elle est faite par un modèle économique du club qui soit déjà viable, ou sur lequel vraiment l'entraîneur a le temps du temps à passer avec les athlètes. Et ça, c'est important. Donc il y en a quelques-unes, et voilà, il y a des prétendants certes aussi. J'ai pu voir avec mes précédentes interviews que tous ceux qui ont atteint le haut niveau avaient eu un parcours scolaire aménagé. Et j'ai l'impression que toi, justement, comme t'as pas eu ce petit truc en plus qui t'a fait atteindre le haut niveau assez jeune, t'as pas eu ce parcours justement scolaire aménagé. J'étais en pôle espoir quand j'étais en junior. T'étais quand même en pôle espoir? Ouais, j'étais en pôle espoir, mais peut-être que la dernière année de junior. Donc tu vois, encore ce truc de dire c'est pas mal, mais c'est pas mal un petit peu trop tard quand même. Et par contre, après en STAPS, mon parcours aménagé, je me le suis fait. Moi, voilà, là-dessus, j'avais bien discuté avec mes entraîneurs du moment, dont certains étaient passés par la filière de formation STAPS, et je savais que avec les résultats que j'avais, qui étaient quand même corrects, j'avais on appelait ça une dispense d'assiduité à la fac de Lyon, qui permettait d'avoir des horaires aménagés qui étaient tout à fait honorables, et je passais plus de temps qu'il ne fallait dans mon bateau ou à l'entraînement. Quand tu as commencé le kayak, t'as commencé à quel âge déjà? C'est difficile à dire parce que j'ai une famille qui est très sport de plein air, donc rapidement il y a eu du kayak, je saurais pas dire, je pense. Bon, avant 10 ans, il y avait de la spéléologie, du kayak, de la randonnée, de l'escalade, des choses un peu comme ça. Les images du kayak que j'ai en tête, moi, c'est la vague du Rabiou,
avec mon père qui est dans un très grand kayak et qui fait des chandelles. Voilà, donc c'est un truc, c'est vraiment les figures de freestyle entre guillemets d'il y a 40 ans. Et pourtant j'ai cette image-là et je me disais, ah, putain, ça m'impressionnait, quoi. C'était fou. C'était fou, ces grosses vagues, le bruit de la rivière et puis les kayaks, c'était trop des stars, les gars, quoi. Et je pense que ça, voilà, après, quand j'étais à Lyon, et voilà, le club, c'était là. T'avais quel âge quand t'as commencé en club? 12 ans, 11 ans peut-être. Donc il y a eu quand même une longue période où j'étais dans une pratique libre, familiale, on va dire, où je faisais du kayak, j'ai appris à esquimoter en dehors du club. Je pense que quand je suis arrivé au club, j'avais déjà des bases un peu sur ce truc-là. Et quand tu t'es inscrit au club, c'était quoi tes ambitions? Tu voulais t'amuser ou tu voulais tout de suite faire des compétitions? C'était pratiquer. Je saurais pas dire. C'était pratiquer et il y a eu la compète. C'était un club compète. Donc, de toute façon, la pratique, elle s'est axée sur la compète. Peut-être à la surprise de mes parents qui imaginaient pas ça du tout au début, mais ça m'a tout de suite plu. Et ce qui m'a plu aussi, c'est l'esprit club. Pour moi, ça allait ensemble, quoi. Le groupe plus l'esprit compète, voilà, c'était ce qui m'a fait accrocher à la pratique et ce qui m'a envoyé dedans, quoi. À partir de quand tu t'es dit je vise le haut niveau? J'ai pas de souvenir de ça. J'ai pas le souvenir. J'ai le souvenir de voir les grands du club qui étaient en équipe de France. Et là, je me disais, je les voyais très forts, donc je me disais, être en équipe de France, ça doit vraiment être dur. Je les voyais aller sur des compètes, voilà, les coupes du monde, aller en Italie, aller sur des courses inter à Merano, les choses comme ça. Là, je me souviens de ces noms et où ça me vendait un peu du rêve. Donc, je dirais que ça devait être cadet junior. J'ai pas eu le truc de me dire je veux le faire. Par contre, je les voyais faire et je voyais qu'on s'entraînait avec eux. C'est eux qui nous emmenaient. Ça me paraissait la suite logique de vouloir aller faire ça. Et après, ça c'est devenu plus concret quand j'ai commencé à faire des compètes avec des niveaux, des résultats corrects sur le niveau régional, national, en junior et avec le pôle espoir. Voilà, je dirais que le haut niveau, en tout cas pour moi, il a pris forme avec l'évolution dans la pratique et l'amélioration du niveau, quoi. Quand tu as voulu devenir entraîneur de kayak, c'était pour être entraîneur de kayak de slalom ou tu voulais entraîner toutes les disciplines du kayak? Parce que j'imagine que quand tu fais du kayak de slalom, même s'il y a une bonne partie de l'entraînement qui se fait sur du plat, t'es quand même spécialisé sur le kayak de slalom. Je pense que si on m'avait dit que je deviendrais entraîneur course en ligne, je t'aurais jamais cru. Ça c'est certain. J'ai le souvenir de l'examen pratique du brevet d'état du second degré où il faut réaliser une perf en course en ligne et où je ne comprenais pas le sens de la démarche, en fait. Et quelle performance il fallait faire, tu te souviens? Non, comme ça, je dirais moins de 2,05 au 500, ou 2,04 au 500. J'ai ce souvenir, c'est peut-être totalement faux. Je regarderai par curiosité, mais voilà. Non, j'étais complètement déconnecté de ça. Par contre, la culture au vif qu'on avait, elle était un peu déjà interdisciplinaire. C'est-à-dire qu'on pratiquait la descente. On avait un K2. On faisait du K2, on allait faire le marathon de l'Ardèche. Pour l'entraînement, on utilisait le K2 pour faire des boucles sur le canal de Cussay à Lyon en début de saison. Et puis dans le slalom, il y a eu cette période-là où, alors c'est pas de l'interdisciplinaire, mais il y a quand même cette notion un peu de polyvalence où on s'est mis à faire beaucoup de canoë pour être bon en kayak, de faire du biplace, du canoë biplace pour varier, surtout sur le début de saison, pour amener des points au club parce qu'il y avait des systèmes de classement club. Et donc cette notion de polyvalence dans l'activité, je pense qu'elle était un petit peu amorcée à ce moment-là. Mais pour autant, je me voyais pas entraîneur de course en ligne. Non.
Et donc, quand tu postules pour le poste de Tours, tu te dis, faut que j'entraîne quand même pour la course en ligne. Oui, j'étais pleinement conscience de ça. Ça me faisait pas peur. Je l'ai vu vraiment comme un challenge. La structure à ce moment-là du pôle espoir, elle était pas au top. Très clairement, il y avait eu un creux qui venait de l'arrêt d'un des entraîneurs. Il y avait eu un gros pic de fonctionnement optimal, on va dire, pour la structure, je pense, à ce moment-là, avec des bons athlètes qui étaient passés à Tours, mais il y avait un peu cette notion de challenge sur la structure, développer une activité slalom, reprendre l'activité course en ligne qui était un petit peu en creux de vague, et donc moi, je me suis lancé dedans. Et j'ai tendance à penser, vu les précédentes interviews, hein, je suis pas encore une fois spécialiste, mais que la stabilité en slalom est plus facile que la stabilité en descente, et que la stabilité en descente est plus facile que la stabilité en course en ligne. Est-ce que toi, justement, avec cette polyvalence dont tu parles, c'était facile d'aller dans un kayak de course en ligne? Je pourrais pas dire que c'est facile. J'ai construit en tant que pratiquant. Okay, j'ai construit mon équilibre et mes sensations et mon organisation dans un bateau qui est effectivement très stable. Ces embarcations, c'est quand on les compare sur de l'eau calme, okay, parce qu'après le slalom, il y a quand même une dimension eau vive qui t'amène une certaine instabilité. Et plus tu vas être dans des figures qui vont être complexes, et plus tu vas parfois jouer avec cet équilibre et te trouver dans des postures où peut-être aujourd'hui quelqu'un qui est très bon en course en ligne va se dire qu'il n'est pas du tout stable. Et idem en descente. Un bateau de descente est effectivement très stable par rapport à un bateau de course en ligne. Par contre, quand c'est sur des rivières à volume, pas notamment, la notion d'instabilité, elle va avoir une nouvelle composante et on va peut-être revoir un petit peu notre copie. Donc, il y a cette notion-là, effectivement, mais voilà, c'est pas, pour moi, j'ai pas trouvé ça. C'est pas un frein, en tout cas pour mon approche de l'activité, quoi. Est-ce que tu t'es beaucoup baigné au début? Quand j'ai pratiqué la course en ligne, assez peu, mais je m'en souviens d'une en particulier. C'était une course à Libourne. Une course à Libourne, et ça devait être quand il faisait super froid. et j'étais au départ avec les manchons. J'avais pas voulu enlever les manchons pour la course. Ah putain, alors là, ta crispe t'es tombée direct. J'avais transpiré en fait. Il faisait assez chaud, beaucoup transpiré. Et voilà. Et donc fausse pelle en glissant sur le départ, je me suis baigné. Celle-ci, je m'en souviens. Elle m'avait séché le diaphragme complet. J'arrivais plus à respirer. Le parcours pour devenir entraîneur de kayak, en fait, c'est de passer un BE1, je sais pas si ça existe encore, c'est peut-être BPGEPS maintenant, mais c'était un BE1 et un BE2. Quand j'étais dans ma période de formation, c'était un petit peu le cursus. Donc moi, j'avais la culture fédérale, je l'ai eu tout de suite, et j'ai passé les diplômes fédéraux. J'ai passé mon initiateur fédéral, donc vraiment, tu sais, la base de apprendre à embarquer à quelqu'un, enfin vraiment l'éveil de l'activité. J'ai travaillé un peu aussi avec ça, l'été pour me faire un petit peu d'argent de poche. Là, je faisais des scolaires, je faisais des colos. Je l'ai pas fait beaucoup, mais je l'ai fait 2 ans, je pense. C'était déjà pour moi ça fait partie de la formation. Et après effectivement, il y a eu cette double formation, on va dire très scolaire, la fac, le milieu de l'entraînement, etc. Et puis le milieu spécifique avec, à mon époque, le brevet d'État et le brevet d'État du second degré que j'ai eu en plus par équivalence. Voilà, grâce à la licence, je pense que c'est toujours d'actualité. On a un certain nombre d'équivalences et on n'a plus qu'à passer des parties spécifiques qui permettent de compléter sa formation et d'avoir un bagage de formation qui soit et spécifique et général, quoi. Et je te pose cette question parce que quand tu arrives à Tours, et parce que en faisant mes recherches, je suis tombé sur pareil, tu avais fait un document sur la prépa physique, sur la musculation en kayak. Je sais pas si tu te souviens. Tu t'en souviens pas? Et je me demandais, quand tu arrives au club de Tours, comme c'est un club, j'imagine qu'il n'y a pas de prépa physique, etc. Est-ce que c'est toi qui gères donc d'un côté et l'entraînement sur l'eau et la prépa physique en dehors, grâce à ce double cursus peut-être? Grâce à la formation, sans doute. Dans le kayak, on a cette
je sais pas si c'est une particularité finalement. Bon, en tous les cas, dans le kayak, beaucoup d'entraîneurs assurent la partie spécifique et font office de préparateur physique. Voilà. Et je dis font office parce que ça reste des connaissances qui restent finalement bien vagues quand on met le nez dedans et qu'on a affaire à des vrais spécialistes. On se rend compte qu'on est sur des niveaux très bas. On est niveau 0, niveau 1 finalement. Voilà. Par contre, on a quand même pour nous une certaine vision de l'adaptation des choses entre la prépa physique et ce qu'on recherche dans le kayak. Et je pense que quand je suis arrivé à Tours, effectivement, j'ai fait les deux. J'ai même fait les deux encore longtemps, même en étant entraîneur national. Et tous mes collègues l'ont fait et le font encore, même si aujourd'hui on a passé le cap d'avoir un préparateur physique qui va apporter les méthodes nouvelles, qui va être un discours et un œil totalement neuf et extérieur sur ce qu'on pouvait déjà proposer et sur la manière de se préparer pour l'activité. Et à mon sens, l'entraîneur là-dessus, c'est important qu'il se défausse pas de cette responsabilité-là, parce que il peut vraiment faire le lien entre la prépa physique, on va dire générale et tout, et ce qui peut être intéressant pour les notions de transfert, les rapports avec l'activité, et parfois donner du sens aux athlètes quand on est en salle. Et ça peut être un peu vrai encore plus chez les jeunes, de donner le sens, de dire ok, là on fait ça, et pourquoi on fait ça, et est-ce que tu verras pas, tu vois, un intérêt par rapport à ce que sur l'eau on va pouvoir rechercher, quoi. Voilà, je vois tout à fait. Parce que pareil, avec les interviews, je vois que peu de kayakistes aiment vraiment la musculation, et qu'en fait, c'est vraiment pour aller plus vite sur l'eau qu'ils font de la muscu, quoi. S'ils pouvaient ne pas faire de muscu, ils en feraient pas. On est dans un public de pratiquants de sport de pleine nature. Voilà. Que ce soit de la course en ligne ou toutes les autres activités. Et je pense que cet héritage-là, alors je sais pas si c'est vrai pour tout le monde. Est-ce que ça évolue les nouvelles générations, les anciennes? Je pourrais pas dire. Mais on sent que c'est pas le cœur de la motivation, c'est pas ce qui les a fait venir à pratiquer, et ça peut être tout à fait normal. Par contre, aujourd'hui on se pose plus la question de savoir si c'est un réel apport bénéfique sur la perf, ça on le sait, et du coup donner du sens et essayer de mettre en parallèle des composantes qu'on cherche à développer, les synergies qu'on cherche à mettre en place, ça peut permettre peut-être de faire adhérer un peu plus sur les projets. Mais il y en a qui aiment bien quand même. Il y en a qui aiment bien. Bon, pour l'instant, j'en ai pas interviewé un seul qui aimait bien. Ouais. Peut-être Francis. Francis aimait bien, mais sinon, je peux pas dire que. Ouais. Il y a eu beaucoup de fans, de personnes qui m'ont dit qu'après le kayak, ils continueraient, en tout cas au niveau, ils continueraient la muscu. Hein. Ok. Pourtant, j'en vois quand même un certain nombre qui sont contents d'aller en muscu certaines fois quand il fait froid, quand les conditions sont exécrables et que l'entraînement peut être un petit peu différent. Quand tu es arrivé pour être entraîneur à Tours, est-ce que tu as rapidement eu des résultats avec tes athlètes? Il y a eu un petit temps pour que la structure elle monte en puissance. Mais je pense que je saurais pas dire, je suis resté 5 ans à Tours et je pense qu'au bout de 2 ans on avait des résultats qui commençaient à être plutôt bons, et avec un pic je dirais sur la fin. Au bout de 3-4 ans il y avait des sportifs de la structure qui intégraient les 3, il y avait aussi des descendeurs, donc qui intégraient les 3 équipes de France, slalom, course en ligne et descente, avec des résultats au niveau international, des médailles en descente, des bons résultats en slalom, des finales au championnat du monde, et en course en ligne c'était un peu plus dur, c'était le niveau français, on va dire, le très bon niveau français, et qui permettait pas d'avoir à ce moment-là, dans les athlètes qui sont passés par le Pôle Espoir, d'avoir des médailles sur la course en ligne. Je crois pas me tromper. Ouais. T'es resté 5 ans à Tours. Qu'est-ce qui a fait que t'en es parti?
quelque part, ce qui m'a fait venir, c'était un peu le challenge de la structure, de développer quelque chose. J'avais l'impression que ce quelque chose, je l'avais peut-être trouvé, voilà, ce qui voulait pas dire qu'il pouvait pas y avoir une continuité, mais en tous les cas, dans ce que je recherchais au début, je pense que il y avait déjà un petit peu l'atteinte du but. Il y avait la volonté peut-être d'aller voir les possibilités que pouvait m'offrir une place d'entraîneur national, c'est-à-dire en termes d'organisation, d'enrichissement sur les connaissances, le travail avec des collègues, et puis plus seulement être seul quand on est dans un pôle espoir, même si on essaye de fonctionner avec un réseau ou qu'on est en lien avec la fédération, on reste entraîneur dans une structure assez seul. Le niveau des sportifs aussi, automatiquement, c'est-à-dire qu'aller sur un pôle France, on voit des athlètes qui sont un cran au-dessus, il y a les seniors, il y a des objectifs de préparation olympique, de championnat du monde senior, les vitesses augmentent, les athlètes sont plus matures, plus vieux, les réflexions sur l'entraînement sont différentes. Bon, tout ça m'intéressait et je pouvais y voir une suite logique à mon parcours. Donc, donc je me suis lancé là-dedans. Dans ma tête, on vient chercher l'entraîneur pour qu'il soit entraîneur national, et toi, en fait, c'est toi qui as fait les démarches pour devenir entraîneur national. Ouais, comment ça s'est passé? J'ai fait une candidature spontanée au DTN qui était en place, qui était Philippe Graille, voilà, qui m'a gentiment expliqué que c'était pas comme ça. Que c'était pas comme ça. Qu'en tout cas, que si je voulais devenir entraîneur national, il fallait que je passe le concours de professeur de sport, que je devienne professeur de sport, et puis qu'après je rentre dans un processus comme ça de positionnement, j'imagine, en fonction des places. Bon, je dis ok, si c'est la seule solution, dans ce cas-là, j'y vais, je fonce. Donc j'ai basculé sur une prépa au concours de professeur de sport. Sachant qu'il n'y avait pas de place de CTS ouverte, donc j'étais sur un positionnement en casse, donc c'est-à-dire plutôt pour aller sur le fonctionnement en DR, des choses comme ça, et ça me disait pas du tout, mais bon, de toute façon après normalement c'est quand même possible de switcher, et entre-temps il y a l'équipe qui a changé de direction au niveau de la fédération, changement de DTN, changement de head coach aussi, et le fonctionnement est un peu différent. Il y a eu des postes ouverts pour devenir entraîneur national sur des postes privés, voilà, donc de ressources externes. Il n'y avait pas besoin d'avoir le concours. Donc j'ai postulé et j'ai été pris, et j'étais encore dans la formation professorat en parallèle. Et là, en fait, j'avais passé les écrits que j'avais eus, et à l'oral, l'entretien, en gros, si j'avais mon concours, j'avais des chances de devoir partir de mon poste d'entraîneur pour aller sur une mission qui ne m'intéressait pas du tout. Avec la perspective, on m'avait dit de revenir, voilà, on ira le rechercher et tout, et ça a été vrai pour un certain nombre de mes collègues de promo de ce moment-là, qui étaient des kayakistes, qui l'ont eu et qui ont réussi à revenir dans la fédération, mais il y a eu un gap, et ce gap-là, moi, j'avais pas envie, ça avait pas vraiment de sens, en fait. Ce truc-là qu'on m'a dit, ok, passe-le pour être entraîneur national. J'étais devenu entraîneur national, je faisais le métier que j'avais envie de faire, je m'éclatais bien en plus. Non, ça l'a pas fait. Je crois que les examinateurs à l'oral l'ont un peu perçu, et je me suis fait rétamer méchamment. Donc, j'ai pas eu le concours de prof de sport, mais je suis resté entraîneur national. Là, tu es entraîneur national des jeunes. Est-ce que tu avais postulé pour être entraîneur national des jeunes directement, ou tu n'avais pas de cible? Non, il y avait pas de ciblage sur le profil du poste. C'était un profil d'entraîneur à Vers-sur-Marne, et donc ça s'est fait après sur quand la nouvelle équipe s'est organisée, a organisé un petit peu sa vision. Voilà, c'est la manière dont il voulait conduire le haut niveau sur l'Olympiade. Eh bien, il y a eu JP m'a proposé
me mettre en responsabilité un peu plus de ciblage sur les jeunes. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et c'était un public qui t'intéressait, que tu connaissais? Ouais. Oui, que je connaissais grâce au Pôle Espoir, qui m'intéressait à fond parce que en fait chez les jeunes j'aime bien ce qui est un peu en devenir. Voilà, j'aime bien cette notion de dire on travaille maintenant pour bien plus tard, pour tout de suite, mais pour des jeunes qui sont en train de se former, en train de se construire et tout. Ça, je pense quand j'étais entraîneur pour l'espoir, c'est vraiment ce qui me plaisait. Et donc l'idée de pouvoir le continuer, mais à une échelle nationale, avec une réflexion un peu plus globale et peut-être voilà de la coordination sur ces différentes ressources qui sont sur le territoire et des missions nationales, ça me bottait à fond. Donc ouais, je suis parti là-dessus, quoi. C'était ok. Et est-ce que c'est toi qui sélectionnes les athlètes qui rejoignent ton groupe d'entraînement? Alors l'organisation au niveau de la fédération, le grand chef, c'est le DTN, c'est lui qui sélectionne. Et là actuellement, je le dis avec mes mots, j'espère que c'est pas, je dis pas trop de conneries. Voilà, il délègue un peu la responsabilité spécifique à des head coachs, à des responsables de discipline, qui eux sont les experts de la discipline et qui vont voilà manager et gérer les équipes de France de ces disciplines en direction de l'or olympique. Et ça sur le court terme, l'Olympiade en cours, et sur trois Olympiades. Tu vois, quand on parle des jeunes aujourd'hui, on peut se projeter on se projette sur 10 ans, quoi. Donc ça se passe comme ça, et on essaye effectivement d'avoir une photographie, d'avoir une vision sur les jeunes qui sont dans l'action du moment, on va dire, dans leur niveau de perf, voilà, junior, qui vont essayer de perfer sur les échéances de la catégorie de l'année en cours, et d'avoir une vision aussi à plus long terme sur de la détection, etc. Et ça, on essaye, c'est pas hermétique, ça c'est hyper important de bien intégrer quand on est chez les jeunes, parce que cette notion de progression et d'évolution des objectifs et de leurs projets perso font qu'on essaye de le rendre souple, pour autant de le rendre précis et de faire un peu de ciblage. Et ça rejoint voilà une espèce de collectif national qui est celui des jeunes, et sur lequel on essaye de proposer des actions, on essaie d'interagir avec les entraîneurs qui s'occupent d'eux, de les aider, en fait, de les accompagner dans leur projet pour qu'ils puissent optimiser leur potentiel, en fait, en tout cas le développer. Je vais parler un peu plus d'entraînement. Qu'est-ce qui change quand on entraîne un jeune par rapport à un senior? Qu'est-ce qui est vraiment différent? Parce que pour moi, là, ils sont même pas débutants, ils sont déjà très haut niveau. Pour moi, ce qui change, c'est plutôt ton niveau qui va faire que, du moins en musculation, qui est mon domaine, un débutant, on entraîne différemment d'un intermédiaire, d'un confirmé, ou de quelqu'un qui a préparé les championnats du monde. Mm-hmm. Là, on parle de jeunes qui sont déjà très forts, qui font déjà des compétitions inter. Donc, quelle est la différence en termes d'entraînement? En termes de fréquence, en termes voilà, ils ont déjà des niveaux qui sont plus ou moins bons, très bons. Mais par contre, par rapport à des seniors, ils ont quand même un passé bien plus. Ils ont moins d'expérience quand même. Ils ont moins d'expérience, ils ont moins d'heures d'entraînement. Ils découvrent des choses, parfois même dans leur année de perf. Certains en junior 2 arrivent à faire des super perfs, ou même avant. Certains passent par le filtre Olympic Hoops et ils arrivent à avoir des médailles sur ces compètes qui sont destinées aux très jeunes, et pour autant ils sont dans toute l'année d'avant, ils sont encore dans une phase de découverte et de peut-être parfois de première fois dans des équipages, quand ce sont des athlètes qui viennent de clubs qui sont un peu plus petits, où il y a moins cette culture là. Donc en fait, même ceux qui perfent entre guillemets déjà jeunes, ils sont quand même dans des processus de progression du premier niveau, quoi. Tu vois, ça reste pas. Il y a le champ des possibles, les pistes sont hyper larges. Donc les volumes horaires sont différents, les contenus sont différents.
on essaye à fond de passer des messages sur le développement de la coordination, du développement de la vitesse et de l'explosivité quand on est chez les jeunes. Un peu de la caisse, on va dire la caisse aérobie entre guillemets, évidemment, mais c'est un peu plus dans les mœurs, mais plutôt d'appuyer sur la variété des situations, la recherche un peu de mise dans cette situation pédagogique pour développer des séances qui soient le plus riches possible, et parallèlement de coacher les sportifs sur l'éveil du sportif de haut niveau, en fait, tu vois, sur dire en fait ok, c'est le début, qu'est-ce que tu recherches, comment tu te vois, comment est-ce que tu commences à te connaître ou pas, quelle est pour l'instant la vision que tu as de toi, et qu'est-ce qui te fait rêver, qu'est-ce qui te motive, pourquoi tu es là, tu vois, on est sur des questions mais pour moi elles disparaissent pas forcément après, parce qu'il y a des choses qui sont voilà, c'est un continuum, quoi. Tu vois, la motivation, ce qui te nourrit à l'entraînement, ça, à 14 ou à 29 ans, c'est la même chose. Bon, peut-être c'est pas la même chose, mais l'utilité de le définir et de le chercher et de l'explorer, c'est quand même hyper important. Donc ça, c'est des choses qui évoluent, mais qui peuvent être communes aux jeunes et aux plus vieux. Voilà, on est peut-être parfois un peu plus sur des réflexions sur le matériel, des découvertes du matériel, des petits réglages, je dis n'importe quoi, mais tu vois, un exemple qui me vient en tête, c'est très très souvent chez les jeunes, quand ils prennent un bateau d'équipage, ils règlent la longueur, ils vont jamais régler la hauteur des sièges. Donc tu vois, c'est ça, ou alors ils vont jamais régler peut-être l'inclinaison du cale-pied, se poser la question, quel pied plein, quel pied pas plein, voilà, quelle taille de pagaie tu as, je sais pas. Non, je sais pas, elle est comme ça à peu près. donc voilà, l'éveil sur ces choses-là, et puis l'accompagnement dans le projet sportif d'une manière générale. Voilà, un œil plus peut-être plus guidé sur l'accompagnement comment il envisage son projet sportif un peu sur les années qui arrivent, etc. Tout ça, c'est discuter déjà en club, parfois discuter un peu avec les parents et tout, mais quand tu as cette un peu casquette d'entraîneur national, bah tu l'abordes d'une manière différente. Parfois le message, comme tout le temps, il est pris différemment par le sportif. Donc ça vaut le coup quand même d'en parler. On essaye d'accompagner sur ces registres-là. Pour moi, tu vois, la vision que j'en ai, c'est vraiment on est sur le devenir. Donc tout ce qui va toucher à l'après, on essaye de construire, d'amorcer des bases, sans dire qu'après ça va être lâché, mais de partir sur des bases qui sont le plus dans notre philosophie actuelle, dans ce qu'on recherche actuellement. Tu vois. J'ai une question qui me revient. C'est pourquoi tu as voulu devenir entraîneur de course en ligne et pas entraîneur de slalom? Ah bah ça, c'est l'opportunité. C'est-à-dire, j'ai commencé à amorcer avec la course en ligne au niveau national. On m'avait proposé, je me souviens que c'était Bertrand Daille, qui était directeur de l'équipe de France de slalom, qui m'avait également proposé d'intervenir sur le slalom, mais peut-être juste après, tu vois, un an, la saison après. Et j'avais déjà pris des engagements avec la course en ligne. Et puis, j'ai l'impression que je me sentais bien dans une discipline nouvelle où j'étais pas très vieux au début quand même. J'avais 24 ans et donc pour moi tout était nouveau. Ok, les athlètes je les connaissais pas, les collègues entraîneurs je les connaissais pas, donc j'ai commencé à faire ma toile là-dedans. Alors que sur le slalom potentiellement il y avait tout le milieu, je le connaissais par cœur, quoi. Voilà, les connaissances, presque aujourd'hui, les copains, collègues, ça pouvait très facilement se mélanger. Et donc, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse aujourd'hui. Je suis content aujourd'hui d'avoir toujours mes amis du temps où je pratiquais slalom, savoir qu'on est plus ou moins collègues parce qu'ils travaillent à la fédération, par exemple, ou ailleurs. Mais par contre, on est dans des trucs séparés et voilà, il y a le boulot et puis les potes, quoi. Tout à l'heure, tu parlais d'un volume d'horaire d'entraînement différent chez les jeunes. Ils s'entraînent pas 2 fois par jour comme les seniors?
Les jeunes, c'est assez. Alors voilà, on dit les jeunes, mais finalement, chez les jeunes, il y a les U15 et les U18, quoi. Et puis même quand on est sur une réflexion un peu plus globale, il y a tout le début à 13 ans, 14 ans, tout ça. Donc ce volume horaire, il est automatiquement progressif si on veut s'inscrire dans une réflexion de développement à long terme. Et le niveau d'un U18, effectivement, il va commencer en fonction des possibilités qu'il s'est donné de pouvoir s'entraîner pas loin de comme un senior. Il y a un U18 qui est vraiment dans un objectif de perfer sur les championnats du monde et qui a un passé assez progressif et tout. Là, il est sur des semaines de développement où il va être entre 15 et 18, on va dire. Voilà, donc les seniors, ils sont un petit peu au-dessus de ça sur des grosses semaines de développement. Pour autant, c'est la marche qui va permettre de continuer à progresser, mais on est sur quelque chose qui, voilà, à la fin commence à s'approcher des seniors. Et à contrario, voilà, un U14, un U15, il va surtout pratiquer, il va être hyper dépendant de l'accès au club, de plein de choses comme ça, de l'accompagnement des parents, déjà un peu de la motivation aussi, mais voilà, le volume de pratique sera un petit peu moindre automatiquement, et c'est très bien comme ça en fait. Ça se crée dans la durée. Est-ce qu'il y a une différence dans l'entraînement entre les filles et les gars? Sur Est-ce que tu entraînes différemment une fille d'un gars ou pas? Est-ce que je l'entraîne différemment? J'en suis pas sûr qu'on le fasse vraiment. Notre positionnement, en tout cas moi j'essaye d'avoir, je parle que pour moi, je peux pas parler pour tout. J'essaye d'avoir la même oreille pour une fille que pour un gars. J'essaye de proposer globalement les mêmes situations d'entraînement. Après, il y a des spécificités un peu sur voilà la force, la capacité de force quand elles sont on va dire à maturité, les deux sexes, elles vont être un petit peu différentes. Donc pour autant, est-ce que oui, on va adapter par exemple, pour te donner des exemples très concrets, la résistance d'un frein, on va peut-être adapter. La durée d'une séance, on va peut-être adapter aussi, mais ça, c'est même pas que fonction du sexe, c'est en fonction des distances de course et de la spécificité dans laquelle elles sont naturellement orientées, les gars ou les filles. Donc ça va faire varier un petit peu ces choses-là. C'est une bonne question où ça mériterait presque, à mon sens, tu vois, un observateur extérieur pour se rendre compte vraiment de ce que je fais, de ce qu'on fait, comment on aborde le truc. En tout cas, sur l'encadrement, il y a très peu d'encadrement féminin. Oui, mais en fait, chez les seniors, ce que j'ai bien compris, c'est qu'il y avait un entraîneur un peu homme et un entraîneur femme. En la personne de Fred Réberol et puis de François During pour les hommes. Et donc chez les jeunes, tu as la double casquette. Déjà, je suis pas tout seul. On est un collectif d'entraîneurs nationaux qui intervenons sur les catégories jeunes. Il y a que des entraîneurs masculins. Dans les clubs, tu vois, il y a des entraîneurs féminines, mais il y en a. Voilà, il y en a pas beaucoup par rapport au nombre d'entraîneurs masculins. Donc ça doit forcément induire, tu vois, un contexte plus masculin, quoi, automatiquement. Donc l'approche qu'on a, je pense qu'elle est forcément un petit peu orientée. J'ai cru comprendre, à force, que l'entraînement était souvent organisé suivant des cycles de 3 semaines et une semaine de récup. C'est un truc qui était très à la mode également en musculation il y a très très longtemps. Je me souviens, t'as dû voir les vidéos comme ça en stats de Jean-Pierre Higuer. Ouais, ça te parle. Voilà, Gilles Cometti pareil avec ses blocs de 3 semaines, etc. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce que c'est toujours comme ça? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont été essayées ou finalement comme ça marche, on teste pas autre chose? Nous, on fonctionne sur 2 modèles différents. On fait le 3-1 plutôt sur les périodes hivernales où on est sur un développement à dominante aérobie ou à dominante de force. Et puis les périodes
prépa course ou prépa spécifique, on oriente beaucoup. On va plutôt être sur du 2-1 avec voilà les contraintes de charge, elles s'augmentent. Le volume, il est un petit peu plus bas, mais il reste quand même assez élevé. Donc, on adapte un petit peu ça. Bah, pour l'anecdote, moi, tu vois, tu dis que tu avais fouillé dans mes trucs de STAPS. Quand j'étais là-dessus, j'avais essayé, moi, d'avoir un fonctionnement très libre, voilà, au feeling. Là, je m'entraîne, j'ai la possibilité, je m'entraîne à fond et tout, et je respecte pas forcément cette dynamique préparée. Et puis quand même, à la fin de l'année, ce que j'avais remarqué, c'est que globalement, ça revenait à faire du 3-1, quoi, en fait. Parce que il y avait il y avait au bout de 3 semaines, si j'avais pas bien récupéré avant, il y avait une semaine où je tombais malade. Ensuite, de toute façon, il y avait les compétitions, donc il fallait quand même organiser les séances. Et puis voilà. Le 3-1, ça quand même ça permet quand même de gagner en volume total d'entraînement. On gagne des semaines de développement quand on regarde sur une année. Et puis le 2-1, ça permet d'optimiser quand même un petit peu plus la régé et dans les périodes de développement spécifiques où il y a beaucoup d'anaérobie ou de développement de vitesse, ça permet de favoriser la récup et d'avoir plus de bénéfices, quoi. Je sais pas s'il y a beaucoup plus d'essais que ça chez les collègues oui, mais je vous pose la question parce que nous en muscu, par exemple, en force athlétique, il y a un peu ce truc-là de 3 semaines. Il y en a des fois ils poussent à 4 semaines. Et en fait, comme c'est assez individuel la muscu, tu peux, quand tu prends un coach, tu peux vraiment individualiser. Si la personne est encore en forme, tu dis on rajoute une semaine. Alors là, comme c'est plus collectif, c'est ça. T'as pas ce pouvoir de personnalisation que tu pourrais avoir. Il y a plusieurs choses qui vont nous contraindre dans le calendrier. Il y a l'objectif terminal. Il y a peut-être parfois des contraintes un peu perso, et il y a ce qui découle de l'objectif terminal, c'est-à-dire les calendriers des stages et les notions de prépa collective quand on est sur les bateaux d'équipage, et où avoir une certaine cohésion au travers des projets individuels est intéressante pour avoir une dynamique collective les moments où on en a besoin. Donc voilà, il faut arriver à jongler entre les projets perso, les possibilités perso, les contraintes perso et l'intérêt commun des potentiels bateaux d'équipage et de la perf au final de chacun, mais du bateau au général, quoi. Est-ce que c'est toi aussi qui t'occupes de leur faire découvrir la musculation aux jeunes? Parce que j'imagine que quand ils sont dans leur club, ils ont 13, 14, 15 ans, ils font peut-être pas de muscu. Ça dépend, c'est vraiment hétérogène. Il y a des sportifs qui vont arriver de clubs, je vais pas les citer parce qu'après je vais en oublier, mais il y a des clubs qui sont très bien organisés, qui ont la salle de musculation, qui ont un entraîneur qui est là depuis longtemps ou pas, mais qui est un entraîneur formé, qui est sensibilisé à la prépa physique et tout. Donc certains sportifs arrivent, on les voit arriver sur les premiers stages nationaux avec déjà les notions de placement, ils connaissent leur charge sur certains mouvements, ils connaissent ils ont une approche déjà sensibilisée, et puis d'autres sur lesquels soit il y en a pas du tout eu, ça arrive parfois de moins en moins, soit c'est une pratique d'initiation. Voilà, initiation, un peu de barre mais sans charge, un peu de poids de corps, et voilà. De plus en plus, je trouve. Alors, soit c'est le résultat des messages et de l'énergie qu'on met à envoyer ces messages sur la polyvalence des ateliers, sur le polyarticulaire, sur des choses comme ça. Je trouve qu'il y a des sportifs aujourd'hui qui arrivent avec plus de mouvements sur portée, par exemple, tu vois, des mobilisations de charge portée sur du travail avec un peu plus d'élastique ou des choses comme ça, qu'avant où on avait surtout des mouvements de base de TPDC. Je pense que c'était un peu orienté avec les tests de prépa physique, forcément. Et d'ailleurs, c'est certainement pour ça qu'on a décidé d'y mettre un terme et d'orienter
l'évaluation différemment, et notamment avec les Open par exemple. Mais voilà à peu près la photographie prépa physique sur les jeunes, c'est un peu celle-ci. Mais est-ce que tu t'occupes aussi, par exemple, de leur préconiser des séances de course à pied, de faire de l'aérobie en plus, comme peuvent faire les seniors? Ou c'est vraiment que le bateau Là, c'est pareil. Ça va vraiment dépendre de la. Moi, je pense que ça dépend vachement de la sensibilité de l'entraîneur de club. Parfois, un peu des parents. Il y a des sportifs qui arrivent avec des parents qui sont eux-mêmes sportifs, et donc on voit tout de suite, quelque chose un petit peu différent sur qualité athlétique, court un peu plus, ou voilà, parce que familialement il y a eu un petit peu cette amorce. Et puis d'autres où il y a un petit peu, voilà, un peu plus cette spécialisation un peu précoce, beaucoup de bateaux rapidement et tout. Voilà, moi je veux pas, j'ai une conviction. Voilà, moi je suis pour plutôt l'ouverture et avoir des situations motrices qui sont variées, de se développer de manière athlétique générale, d'être un bon sportif et un bon pagayeur. Et après, peut-être de devenir un jour un bon sprinter ou un bon miller ou un bon je sais pas quoi. Et par contre, il y en a qui sont spécialisés assez tôt, mais pour autant, on a des exemples en seniors qui ont fait beaucoup de bateaux très tôt, et puis ils sont pas nuls, quoi. Ils sont pas nuls. Donc voilà, je veux pas. C'est difficile d'avoir un jugement ferme et définitif. C'est des sensibilités d'entraîneur, quoi. Est-ce qu'il y a aussi des stages, par exemple, pour les jeunes? On fait des stages, ouais. On fait des stages. À la même fréquence que pour les adultes, à peu près tous les 2 mois? En fréquence, oui, on doit être assez proche. C'est les temps de stage qui vont être un petit peu plus courts. Les volumes d'entraînement à supporter sont comme ça, ils sont moins importants, et je pense que ça correspond mieux au public jeune. Évidemment, les lieux de stage sont un petit peu différents aussi. On va pas, c'est des questions de budget. Mais il y a quand même des choses intéressantes, et voilà, pour moi le stage c'est vraiment un moment privilégié. On fait du qualitatif plus, on crée des émulations qui sont fortes, on commence à créer les identités des équipes derrière. Je pense que les sportifs ils repartent des stages, je l'espère, avec, en tout cas on essaie de l'évaluer aussi, mais avec des données, des choses à rapporter chez eux, mais un peu plus que ça, avec des souvenirs marquants de ces périodes-là. Et c'est pas être dans l'affectif que de dire ça, mais c'est de se dire que finalement c'est des périodes qui ont marqué. Elles ont marqué pas que parce que c'était la déconne avec les potes dans les chambres, mais aussi parce que sur l'eau il y a des choses qui se passent qui nourrissent le projet, qui donnent l'envie, voilà, quand je rentre après le stage, je suis 200%. Ok, je fais un peu de récup, mais surtout là je vais repartir top, parce que j'ai vu les potes, ils ont ce niveau-là, moi je suis ce niveau-là, on a fait ce type de séance-là, je connaissais pas, lui il va plus vite que moi là-dessus, moi je vais plus vite que lui là-dessus, tac tac, enfin c'est hyper riche, et ces situations de stage, on essaye d'en faire. Actuellement on en propose plus qu'il y a 3-4 ans, qu'il y a 4 ans, voilà. On est arrivé à passer un petit peu au-delà de la barrière des vacances scolaires, qui était un petit peu voilà, avec les jeunes, il y a toujours ces contraintes-là de dire ok, ça reste des sportifs qui sont dans un cadre scolaire qui est pas aussi flexible qu'une fac ou qu'une école, ou même que certains sportifs qui sont totalement sur de la scolarité à distance ou dans le milieu du travail, mais avec des arrangements, etc. Donc il faut accompagner là-dessus en amont, mais on arrive à avoir des stages réguliers avec des temps de stage qui permettent d'aborder les choses avec et du volume évidemment, mais de la qualité, du temps de discussion, de l'échange, et rendre ça vraiment avec le plus de bénéfices possible. Malheureusement là, je dis ça, et puis il y a un stage qui a été annulé là, il y a 2 semaines, donc là c'est l'enfer, mais on essaye de jongler avec ça. Pour l'instant, je trouve qu'on a été plutôt épargné, et il faudrait qu'on arrive à rester comme ça. Je pose une question plus personnelle.
comme tu sais, je débute le kayak. Tu parlais de la nécessité d'être un bon sportif pour commencer. Faut-il privilégier l'entraînement global plutôt que sur le bateau au début et être un bon sportif avant toute chose pour devenir un bon kayakiste? Ou finalement les contre-exemples font que tu n'as pas de réponse? On peut pas faire on va pas faire des exemples une règle. Hein, ce serait c'est pas opportun. Moi, je pense qu'il faut avoir un développement moteur qui soit riche pour avoir derrière le plus de chances, en fait. C'est absolument pas un gage de réussite, mais peut-être je pense que tu as plus de chances derrière de pouvoir réaliser des choses que tu le souhaites quand tu es jeune, mais je parle même très jeune. Tu as eu un développement moteur épanouissant, des situations variées. Est-ce que ça se rattrape quand tu es plus vieux? Bah oui, ça se rattrape, et en tout cas soit si ça se rattrape pas, tu peux faire avec autre chose. C'est pour ça qu'on a des sportifs qui sont peut-être médaillés plus tard et pas tout de suite à 18 ans ou voilà. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent être faites après, ça marche pas aussi bien. OK, on a en tête, tu vois, le tableau des périodes de développement propices. Voilà, je te dis ça. Voilà, on essaye de composer avec. Tu l'as en tête. Pour autant, une fois que t'es plus en dehors, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu dis c'est foutu ou pas? C'est foutu, ou est-ce que tu essayes de faire d'autres choses? Non, tu essayes de faire d'autres choses. Parce que le sportif qui rentre dans toutes les cases, je l'attends encore. Montre-le-moi. Tu vois ce que je veux dire? On est quand même sur on est sur de l'humain avec y a jamais rien qui est optimal. Donc on essaye de les rendre de plus en plus optimales et pour que ça colle avec les niveaux de progression et d'arriver le jour J avec ce top préparation, et voilà, après ça engage rien non plus, mais on fait ce qu'on peut. Et puis si on commence à baisser les bras dès que tous les voyants sont pas ouverts, on fait rien en fait. Donc mais est-ce que tu fais faire des séances d'éducatifs? Tu sais, dans le premier épisode avec Sarah, elle disait que les Néo-Zélandaises faisaient souvent une 3e séance dans la journée d'éducatif. Est-ce que pour les jeunes, il y a des séances éducatives, justement, comme ils sont encore un peu nouveaux dans l'activité? Beaucoup. Plus on va alimenter les séances par de la variété, par des situations qui vont créer des problèmes donc des problèmes moteurs, évidemment, mais des problèmes émotionnels, des réflexions, tu vois, du cérébral, en fait. Des questions de rythme, de tempo, de jeu sur des variétés d'allure, des variétés de sensations d'appui, de vitesse de bateau, de matériel, et plus on va favoriser un répertoire moteur qui va être riche et varié, et plus on va donner des clés, on va donner accès à des clés qui pourra permettre d'aller un petit peu plus loin. Donc les séances d'éducatifs, je pense qu'elles sont à mettre vraiment elles peuvent être mises partout en fait. Partout. Et Sarah, elle t'en parlait justement parce que quand on est sur les séances de développement, il y a un fond, il y a un objectif physio, il y a un objectif physique, et puis il y a un objectif psycho qui va être en coupole par-dessus tout ça pour moi, parce qu'il est toujours présent. Et donc quand on est sur ces deux moteurs-là, on peut pas juste partir pour tu vois, un temps donné, pagayer. Même si on essaye de bien pagayer, qu'est-ce que tu fais pour bien pagayer? Et y penser, je suis pas sûr que ça suffise. Tu vas penser à bien pagayer et vouloir essayer de faire ça, c'est super bien. Par contre, créer une situation, donner des consignes bien particulières avec des notions de transfert derrière, tu as des temps où on va pouvoir faire, ok, là il y a une contrainte donnée par l'entraîneur de pagayer que d'un côté, de se déplacer de telle manière, à telle cadence, de varier les vitesses, etc. Et un moment où là, ok, il y a plus de consignes, on va juste essayer de pas sans réfléchir, mais de comprendre ce que l'exercice d'avant il a pu apporter. Ça, je pense, j'y crois vraiment. Ouais. Et je pense que plus on va pouvoir en mettre dans les séances, et plus on va favoriser le développement, de manière générale. Et je dirais que chez les jeunes, si je pouvais rajouter, c'est pour ça que je sais pas s'il faut être pressé
de coller aux standards seniors même sur les compètes, etc. Donc il y a des formats de compètes qui sont un peu différents. Je pense aux Jeux Olympiques de la jeunesse ou des choses comme ça, où parfois ça peut être un peu critiquable. On se dit, bah, c'est quoi le rapport avec l'activité? C'est vraiment très différent, ou alors ça privilégie plus telle discipline ou telle autre et tout. Mais au final, qu'est-ce qui est hyper important? Et je pense que ce qui est important, on le sait tous, c'est pas les médailles tout de suite. C'est quand même les médailles olympiques, les médailles des plus grands, en tout cas des jeux, des vrais jeux, des médailles mondiales, enfin des titres. Et ça, bah, si ça passe par une adaptation quand on est jeune, bah, ok, y compris sur les distances de course. Est-ce que tu t'occupes aussi de seniors? Je m'occupe de Sarah, là, depuis le début de saison. On avait déjà fait un essai il y a 2 ans, je crois. On n'était pas arrivé, c'était pas fonctionné. Justement, j'allais te demander, est-ce que c'est facile d'entraîner sa compagne? Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Alors, on n'est pas les premiers. Il y en a qui l'ont déjà fait évidemment, et y compris dans le kayak. Je sais pas si c'était aussi difficile pour eux, ou plus facile ou plus difficile, à vrai dire. On en a discuté un petit peu parfois, mais on a des personnalités tous les deux bien trempées, donc ça peut faire des étincelles. Mais là, j'ai l'impression que en ce moment, on est sur un fonctionnement optimisé, avec moi qui ai progressé dans la manière de voir les choses. Sarah, moi, je trouve, qui a beaucoup progressé, enfin qui a vraiment évolué dans ce qu'elle met en place et tout. Et je me suis proposé de réessayer, parce que j'avais vraiment envie d'essayer de l'aider un peu à ma hauteur, voilà, sachant que ça reste un positionnement propre à Vers-sur-Marne quand elle est à Vers, et il y a Fred qui est là pour coordonner le projet d'âme et accompagner Sarah, tu vois, sur la dimension de prépa olympique, garant de projet, quoi, avec le head coach et tout. Mais... Et est-ce que ce serait quelque chose que tu voudrais faire peut-être à l'avenir, entraîner d'autres seniors? J'ai eu peur de te demander si je voulais entraîner d'autres compagnes. Et je me laisse le temps de faire les choses, quoi. Tout à l'heure, tu m'as demandé pour les jeunes, tu vois, en fait, il y a aussi le truc pour moi de me dire, pour l'instant, je me sens encore super jeune. Et du coup, je me laisse le temps de voir comment va évoluer mon positionnement d'entraîneur, mes sensibilités par rapport à des profils bien particuliers et tout, tu vois. Quelqu'un qui voudrait qu'on continue à travailler ensemble derrière les années juniors et tout, je pourrais me poser la question, tu vois, si c'est une démarche un peu personnelle et tout. Pour l'instant, notre fonctionnement, il n'est pas exactement comme ça à la Fédé. Ils arrivent sur le pôle France, les entraîneurs sont là. On a quand même des positionnements qui sont identifiés, et puis voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, pour l'instant, l'énergie de la jeunesse, un peu la connerie aussi et tout, qu'ils peuvent avoir parfois, même si c'est pas toujours de tout repos, ça me nourrit bien, et j'aime bien ce public-là, voilà. Imaginons que j'ai 15 ans, j'écoute ce podcast. Et je suis hyper motivé par le kayak, je veux devenir champion olympique, mais malheureusement je suis comme Yann à l'époque, il me manque le petit truc en plus pour être pris. Est-ce que je peux postuler pour rejoindre le pôle? Le pôle France de Vers-sur-Marne? Exactement. Est-ce que je peux postuler comme toi t'as postulé pour être entraîneur national? Est-ce que je peux postuler? Est-ce que ma motivation est suffisante? Est-ce que j'aurai un entretien, quelque chose? Personne t'empêchera de postuler si tu veux. Oui, non, mais est-ce que j'ai une chance ensuite d'être pris si je démontre une motivation sans faille et que je suis pas loin? Après, finalement. Tu m'as demandé si tu aurais un entretien. Je pense que si tu viens au pôle et que tu dis j'aimerais vraiment pouvoir m'entraîner dans un groupe d'entraînement, tu auras un entretien entre guillemets. En tout cas, tu auras une discussion avec un entraîneur. Peut-être moi, peut-être pas moi. Par contre, quelqu'un qui vient et qui dit je suis super motivé, je veux venir et tout, on l'écoute. Voilà. Est-ce que derrière on va pouvoir être en mesure de lui proposer une place dans la structure
Ça, j'en suis incapable de te le dire parce que ça dépend quand même de l'effectif global, ça dépend d'un niveau minimum, c'est-à-dire que tu vois bien qu'il y a, tout à l'heure on le disait, une certaine progressivité. Quand tu arrives dans un pôle France, il y a quand même une certaine qualité à avoir, une expérience de l'entraînement à avoir. Donc voilà. Après, si c'est un pôle espoir, c'est un petit peu différent. Le niveau d'exigence d'entrée, il est un petit peu plus bas. Et quand t'as 15 ans, bah t'as encore du temps. Quand t'as 15 ans, t'es KD2. Donc t'as toutes les chances de pouvoir entrer dans un pôle espoir si t'es super motivé et puis que t'as fait un peu des compètes et que t'as passé des tests, quoi. Oui, non, mais c'était ma question, c'est savoir est-ce que la motivation, parce que finalement, on sait tous que le talent, bah t'as le potentiel génétique, mais t'as aussi la motivation, puisque le talent n'est que la répétition. Et donc si ce n'est que la répétition et que je suis motivé, je vais répéter. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc la motivation dont tu vas faire preuve pour t'engager dans les projets de l'entraînement, c'est ce qui va définir, ce qui va te permettre d'accéder à tes rêves. Je sais pas ce que c'est, tu vois. Tu dis que t'es super motivé, mais t'es super motivé pour quoi? Pour être champion olympique ou pour t'entraîner à fond? Parce qu'il y en a, ils sont très motivés pour s'entraîner, puis après, ça peut déboucher sur des motivations de compète, mais. En t'écoutant, j'ai l'impression qu'être entraîneur de jeunes, c'est être un éducateur surtout, où tu n'interviens pas que sur l'entraînement, mais aussi sur un peu la vie en général autour. Est-ce que tu as aussi un rôle de conseil sur l'hygiène de vie, l'alimentation? Est-ce que tu interviens en fait sur tous les pans finalement de leur vie? Je pense que quand on est avec les jeunes, on est un peu éducateur. Enfin, on est un peu éducateur, on laisse, c'est dans nos prérogatives et voilà. Ça va forcément dans les dimensions globales de la perf. Donc il y a l'entraînement et puis il y a tout ce qui est à côté. Tu parles de nutrition, effectivement, on essaye d'avoir régulièrement d'en discuter. Mais est-ce que ça marche? Moi j'ai l'impression que les jeunes aiment bien manger n'importe quoi. Ouais, on est face à un adversaire qui est, je veux dire, on combat pas avec des armes égales. Tu vois, entre l'adversaire de la malbouffe qui est à grand coup de milliards d'euros de publicité, de com sur ce qu'ils mangent en fait, c'est un peu compliqué. Par contre, quand même, j'ai l'impression qu'ils essayent tous de faire des efforts. Tu vois, dès qu'on rentre dans le public qu'on cible là, qui se projette sur des championnats du monde, junior, cadet, les Olympiques Ops, qui voit les plus grands faire, quand on est en stage, on aborde la thématique et si c'est pas clean, il y a quand même un fond où ils se posent des questions, ils se branchent entre eux. Pour l'instant, souvent ce que je vois, c'est qu'on est sur le premier niveau, c'est-à-dire c'est le poids. Tu vois, c'est l'alimentation égale prise de poids ou perte de poids. Et après, quand tu discutes un peu plus, on peut commencer à aborder les notions en fait, c'est le poids, ok, mais c'est surtout quel bénéfice, qu'est-ce que ça va apporter à ton entraînement? Comment ça va te permettre de bien récupérer et comment ça va te permettre de voir plus de bénéfices de ton entraînement sur ce que tu fais, ton niveau de fatigue, toute ta performance, en fait, tous tes apports, etc. Mais, déjà, en tant qu'entraîneur, on a nos limites de connaissances, donc on essaye de s'appuyer sur les supports, tu vois, les diètes, les nutritionnistes. Quand ils sont sur des structures, il y en a quand même pas mal qui sont dans soit des crêpes, soit des genres de crêpes, en tout cas des sports-études avec les écoles qui peuvent être un peu sensibilisées sur l'alimentation des sportifs, etc. Ça reste, pour moi, ça reste de l'alimentation industrielle, ça reste de la qualité qui est pas forcément tip-top, mais bon, il y a cette première approche. Et tout l'enjeu, c'est que le jour où vraiment ils maîtrisent de A à Z leur alimentation, on essaie de leur donner le maximum de billes et que ça leur a donné eux aussi l'envie de pouvoir, tu vois, aller un peu plus loin, quoi. C'est sûr que moi, quand j'ai écouté les précédents podcasts, tous, et en fait, j'ai pas l'impression qu'il y en ait un en particulier qui disent ouais, moi je suis hyper à fond, je suis hyper rigoureux là-dessus, enfin, je fais tac, je sais exactement et tout. Alors, peut-être pas interroger encore ceux qui le font, mais voilà. Quand on est là-dedans, on reste
dans la dimension entre guillemets des gains marginaux quand même. Donc je suis aussi heureux que des dimensions comme ça prenne pas complètement le pas sur le dur, tu vois, sur le noyau dur qui est la quantité et la qualité des entraînements. Mais je peux me dire qu'on a de la marge. Quand j'entends les seniors dans les précédents podcasts, je me dis ok, on peut faire mieux sans doute avec les jeunes aujourd'hui pour essayer de leur donner plus de billes. Justement, j'allais te dire, est-ce que les jeunes côtoient les seniors au pôle? Au pôle, oui. Sur les structures, ceux qui ont la chance d'être dans des structures où il y a les deux, donc je pense à Nancy, je pense à Cesson, à Vers et à Toulouse, il n'y a pas d'espoir, mais par contre il y a un groupe jeune, donc il y a quand même des jeunes avec des athlètes plus expérimentés. L'échange, il est quand même régulier. Ça, c'est vraiment le vertical, c'est quelque chose qui a toujours été un petit peu dans la démarche de la Fédé, de faire côtoyer les jeunes et les moins jeunes. Et quand on a la possibilité, tu vois pas en année forcément olympique, mais post-olympique ou des choses comme ça, il va y avoir un petit peu plus de croisement. Je pense cette année au stage de ski de fond. Bon, c'était un peu particulier, il y avait le Covid, donc on essayait de pas trop mixer, mais le stage de ski, c'est un moment où les jeunes ils peuvent interagir avec les plus expérimentés et où on essaye de créer des situations d'échange aussi, de partage, de réflexion sur les projets sportifs, tu vois, des choses comme ça qui peuvent, qui sont c'est des boosters. Hein. Pour les jeunes, c'est des gros boosters. Ouais, mais c'est ce que je pensais aussi. Toi, tu me parlais d'alimentation, alors je me disais, si les seniors, j'en trouve plusieurs qui sont à fond sur l'alimentation, forcément les jeunes vont être plus à fond. Ouais. Et je pense peut-être à Maxime Beaumont, parce que je vois qu'il a un partenariat par exemple avec Biocop de sa ville. Donc je me dis que peut-être il est très à cheval. Manon aussi a un partenariat avec Biocop, je crois. Voilà. Et Manon faisait niveau alimentation. Mais après, je veux pas non plus. Enfin, je pense qu'il y en a, je pense qu'ils font quand même attention. Oui. Ils sont dans une démarche. Bien sûr. Par contre, peut-être l'optimisation, comme on pourrait le penser, l'imaginer. Ouais, le penser, l'imaginer. Ouais, voilà. Ce qui est possible d'optimiser encore plus loin, oui. Est-ce que ça ferait des gros gains? Je ne sais pas. Ah ouais, comme tu sais, la réussite c'est multifactoriel. Alors si t'es frustré d'un côté, exactement. Tu n'arrives plus du tout. Du coup, c'est des sensibilités particulières. Quoi. Ceux qui vraiment, tu vois, mercredi, j'écoutais Francis qui disait je suis un peu gourmand. Je dis, c'était. Ah, il est très gourmand ce Francis surtout. Je sais pas. Il fait des gâteaux tout le temps. Regarde ses stories, tu vas voir. A priori, il en a besoin et là, actuellement, il est performant comme ça. Est-ce que s'il arrête, il va être meilleur? Ah, il sera peut-être frustré de pas manger ses gâteaux. Exactement. Et puis souvent on parle du sentiment de sacrifice. Quand on est dedans, on sait très bien que ça existe pas ou peu. Quand on est passionné, c'est quelque chose. On s'engage à fond dans le projet de ce qu'on fait et c'est pas du tout un sacrifice de voir autre chose et de voir les gens manger ou de voir les gens faire des trucs différents. Par contre, il faut pas que le sacrifice il arrive sur un truc qui finalement est assez anecdotique et tout. Et si l'alimentation elle est tout à fait correcte pour la récup et qu'il y a un surplus, tu vois, ou des trucs pour le plaisir qui viennent en plus et qu'il n'y a pas de problème de poids ou de etc. Franchement, on s'en fout. Mais est-ce que les jeunes font aussi comme les plus âgés des siestes? Font appel à des préparateurs mentaux. J'ai l'impression que c'est toi qui fais un peu ce rôle-là de préparateur mental, de motivateur. Moi, j'aime bien discuter, j'aime bien qu'on prenne le temps sur l'eau, en dehors de l'eau et tout. Pour autant, je suis pas un préparateur mental, quoi. Et on a des ressources au niveau de la Fédé, au niveau de la cellule accompagnement performance, des gens qui ont des formations pointues dans le domaine, etc. Et donc sur la prépa mentale, moi, j'encourage ceux qui en font la demande et qui le souhaitent ou qui veulent un peu découvrir à y aller, ne serait-ce qu'à amorcer ça. On a fait intervenir, je crois que c'était l'année dernière, on a fait intervenir Thibaut Delaunay qui est venu parler de la prépa mentale et de faire vraiment du concret sur des choses très super intéressantes. Voilà, le format sera à faire évoluer parce que on l'a mis sur des journées de stage qui étaient chargées, etc. Donc certains ont adhéré, d'autres avaient des charges de fatigue qui étaient trop importantes. Donc ça n'a pas fonctionné avec tout le monde. Peut-être dans tous les cas, ça n'aurait pas fonctionné avec tout le monde. Tout le monde n'est pas hyper réceptif à ça, mais voilà, moi je fais du coaching et je suis pas préparateur mental, quoi.
Donc, et c'est un peu comme le truc de tout à l'heure, préparateur physique et entraîneur. Et je parle pour moi, j'espère en tout cas, j'essaye de rester à ma place et de discuter, ça c'est sûr, parce que c'est quand même en parlant qu'on arrive à faire émerger des choses, des problèmes ou pas les problèmes, les trucs qui sont vraiment bien, et après, voilà, plus on a d'outils et de ressources extérieures qu'on va pouvoir utiliser, et je pense plus on va pouvoir y arriver. Et est-ce qu'ils font des siestes alors? Ouais, ils font des siestes. En stage, ils font des siestes. Quand ils sont à l'école, ils font pas de sieste parce qu'ils peuvent pas. Ça, c'est un petit peu la différence, tu vois, par rapport à des seniors qui vont avoir un peu plus de temps dégagé. Mais par contre, en stage, généralement, le premier jour, il n'y a pas de sieste. Voilà, parce qu'il y a le côté un peu foufou, on trouve les potes. Par contre, rapidement, il y a la sieste. Ouais. J'arrive un peu à la fin. J'ose te demander quels sont tes objectifs en termes d'entraîneur et peut-être personnel. De m'épanouir, tu vois. Franchement, mes objectifs dans le milieu professionnel, ils sont pas vraiment différents de mes objectifs de la vie en général, quoi. C'est de prendre du plaisir à faire ce que je fais, de rencontrer des gens que je trouve bien, sympas, d'avoir des relations sociales qui sont épanouissantes. Et puis voilà. Et plus les athlètes ils vont réussir les compètes, et je crois que plus ça me fait plaisir en fait. Quand il y a des bons résultats et que je les vois contents à la ligne d'arrivée. T'es content aussi. Ah bah ouais, ça fait une satisfaction. Mais alors, question subsidiaire, quand est-ce qu'on te revoit dans un bateau? Tu l'attendais, tu me prends au piège, c'est ça, devant témoin? Pas du tout. Quand est-ce que tu remontes dans un bateau? Mais dans un bateau à moteur, très rapidement, oui. Dès que ça, je sais bien. Mais dans un kayak, quand est-ce que tu remontes? Je peux pas te dire. J'ai pas de. C'est sûr, quand il fera un petit peu plus chaud, peut-être on ira faire un tour de bateau. Tu me prêteras un de tes kayaks. Et exactement. Tout le monde a entendu. Et dès qu'il fait beau, je viens te chercher. Et les bateaux seront avec belette et ils attendront. Je serai à Vert. Faut que tu montes à Vert, tu vois. Ouais, bien sûr. Le bassin va me crisper tout de suite. Je ne suis pas encore prêt pour Vert-sur-Marne. La question de conclusion, est-ce que tu as quelqu'un que tu souhaiterais que j'interviewe dans ce podcast? Avec qui, par exemple, tu pourrais me mettre en contact ou me recommander? Et qu'est-ce que tu veux entendre? C'est pour... Je veux entendre... Bah toi, qu'est-ce que tu veux entendre plutôt? Qu'est-ce que je veux entendre? Ah ouais, donc si c'est pour moi... C'est pour toi. Quelqu'un qui m'inspire dans nos relations, on va dire fédérales, c'est pour être Sylvain Curigné. Ok. Voilà. Je sais pas si tu sais qui c'est. Je connais pas, je vais faire mes recherches. Okay, ouais. Et pour ça, je doute pas là-dessus. Et pour le contacter, je reviendrai vers toi. Ouais, voilà. À ce moment-là. Et c'est cool. J'arrive à la fin de mes questions. Est-ce que tu voulais aborder d'autres sujets? Non, moi je prends beaucoup de plaisir à écouter les podcasts que tu as fait avant. Je trouve ça très sympa. J'espère que tu prendras du plaisir à te réécouter. Ah, je sais pas, c'est assez... Non, ça c'est chiant, se réécouter, je te le dis, faut pas se réécouter. Je l'ai fait un petit peu pour la posture d'entraîneur, faire un petit peu d'autoscopie. Bon, c'est toujours hyper riche, mais combien de temps ça a duré? Un peu plus d'1 heure, non? Je sais pas si j'aurai la patience de me supporter moi-même. Ouais, c'est ça. Moi, je me supporte pas non plus. Ou de réentendre les conneries que j'ai dit. Allez. Et c'est super. Merci Yann pour ton temps. Et puis de toute façon, on se tient au courant comme d'habitude. Ça roule. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretdukayak.org. En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine.